En janvier 2021, le village du Chambon-sur-Lignon en Auvergne récupérait un surprenant lait de 3 millions d'euros, l'intégralité de la fortune d'un certain Éric Schwam, qui avait été réfugié durant la guerre dans cette commune. Éric Schwam était un garçon parmi les 3500 juifs environ qui purent trouver un abri au Chambon pour échapper à la police de Vichy et aux nazis. Qui était Éric Schwam? Que faire de son héritage? Quel avenir tisse-t-il pour le Chambon-sur-Lignon? Ce sont les différentes questions auxquelles répond Jérôme Lévy dans son passionnant documentaire « Le Chambon-sur-Lignon, un lait pour l'histoire » qui sera diffusé le 23 mai sur France 3. Jérôme Lévy, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de la commune du Chambon-sur-Lignon, donc le rôle qu'elle joue justement durant la guerre? Alors déjà, si on se repasse un tout petit peu avant, la commune de Chambon-sur-Lignon, c'est une commune qui a toujours été une terre d'accueil, qui est un refuge pour, notamment pour les protestants. Et c'est une terre protestante. Et donc pendant la guerre, c'est une commune où on a protégé et caché énormément de juifs. Vous l'avez dit, 3500, enfin on sait pas exactement. Et donc c'était une protection qui était accordée par la population dans de nombreux endroits, de différentes manières, que ce soit à l'école, que ce soit dans des institutions, des grandes maisons d'accueil où il y avait des enfants juifs, mais qui évidemment n'étaient pas identifiés comme juifs et qui étaient mélangés avec d'autres enfants. Et c'est ce qui fait que, effectivement, il y a énormément de juifs qui ont pu survivre grâce à l'aide de la population du Chambon-sur-Lignon et des villages aux alentours. C'est aussi important de souligner que le Chambon-sur-Lignon a été reconnu par Yad Vashem comme village de Juste. Oui. Et je pense qu'à ma connaissance, c'est la seule ville en France qui est héritée de ce statut Yad Vashem. Tout à fait, parce que la médaille des Justes, elle a été accordée à de nombreux Justes, à de nombreuses personnes qui ont commis des actes de bravoure pour sauver et aider les Juifs durant cette période. Mais le Chambon-sur-Lignon est le seul village, la seule ville en France qui a ce titre, sans doute parce que par l'ampleur de l'aide, du soutien et du refuge qui a été donné aux Juifs, c'est sans équivalent évidemment. Alors, avant d'aborder l'itinéraire particulier d'Éric Schwam, qui est donc celui qui est au cœur de votre documentaire et puis donc de l'enquête que vous menez, il est important quand même de préciser que les 3 millions environ qui sont donnés au Chambon ne sont pas le don d'un milliardaire qui aura disposé d'une fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui aurait ainsi ventilé les choses. C'est pas mon oncle d'Amérique qui, comme ça, distribue un petit peu à tout le monde. Non, Éric Schwam lègue l'intégralité de sa fortune à cette commune. Oui. C'est oui, très inhabituel. Oui, et vous avez raison d'appuyer là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu, dans l'histoire du Chambon-sur-Lignon, il y a déjà des histoires comme ça, de dons, de legs, etc. Mais d'abord, ça représentait beaucoup moins d'argent. Et surtout, comme vous le dites, là, il a cédé tous ses biens, toute sa fortune. C'est un homme qui n'avait pas d'enfants, qui n'avait pas de famille. Enfin, on a retrouvé la famille la plus éloignée qui soit dans le documentaire en Autriche, un arrière-petit cousin d'Éric Schwam, mais il n'avait pas de famille autour de lui. Sa femme est décédée quelques mois avant lui. Et donc oui, lui, il a décidé de léguer 100% de sa fortune, qui était un peu le fruit de son travail, un peu sans doute aussi le fruit des biens immobiliers dont il avait hérité de ses parents. Et oui, c'est quelque chose qui est assez incroyable quand on y pense. J'ai lu beaucoup d'articles dans la presse française sur comment ce don était arrivé de nulle part et qui avait surpris la municipalité du Chambon-sur-Lignon. Et donc j'ai cherché notamment aux archives nationales autrichiennes, est-ce qu'il y avait des éléments sur cette famille Schwam. J'ai pu identifier qu'il y avait notamment plusieurs documents de l'époque nazie, de l'administration nazie, parce que dans leur œuvre d'appropriation des biens des Juifs et d'expulsion des Juifs et d'extermination des Juifs, ils avaient aussi une façon de le faire de façon très administrative. Voilà, tout était écrit pseudo-légalement, etc.
C'est un document qui s'appelle Déclaration de patrimoine des Juifs à la date du 27 avril 1938. Et on voit que c'est le père de Erich Schwamm, donc Dr Oskar Schwamm, qui est un practitioner arts, donc qui est un médecin généraliste, qui le remplit en donnant leur adresse. Donc ça s'appelle Vienne 17e arrondissement, Schadina Gasse, numéro 4. La famille Schwamm était une famille assez bourgeoise à Vienne, c'est-à-dire que ils possédaient quand même, eux deux, ils possédaient un immeuble et elle avait la moitié d'un autre immeuble, ce qui est un bien immobilier quand même assez conséquent. Lui, il est médecin, donc on peut se douter que c'était quand même une famille qui avait un bon niveau de vie. Pour prendre les choses dans l'ordre, d'abord, Erich Schwamm est à l'origine un juif viennois. Donc, qui est contraint d'abord, dans un premier temps, de quitter son pays d'origine suite à l'Anschluss en 1938. Oui, donc lui est né en 1930. C'est une famille de ce qu'on appelait la bourgeoisie viennoise. C'est des gens qui vivaient plutôt bien, qui étaient plutôt à l'aise, qui vivaient une vie plutôt heureuse. Il y avait quand même déjà de l'antisémitisme en Autriche à l'époque, mais c'est un antisémitisme qui ne se manifestait pas énormément. Et qui n'a pas empêché, en tout cas, les juifs viennois de l'époque, dont la famille Schwamm, de vivre des jours heureux jusqu'à peu près l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ça commence à être menacé, et ensuite évidemment l'Anschluss où là la famille Schwamm et les juifs ont été forcés de laisser leurs biens à l'administration nazie et de fuir l'Autriche, et donc eux ils choisissent d'aller en Belgique. Qui est au départ, alors on ne sait pas trop, mais on imagine que c'est une étape pour eux, peut-être qu'ils voulaient partir plus loin, peut-être qu'ils pensaient partir aux États-Unis, on ne sait pas trop. En tout cas, ils arrivent en Belgique, et là, c'est les événements de la Seconde Guerre mondiale. La Belgique va elle-même être envahie. Et par les nazis en très très peu de temps, en quelques jours, sous la botte du régime nazi. En quelques jours, et l'histoire, et effectivement, elle est alors certes, c'est un destin singulier, mais il y a quand même pas mal de juifs de l'époque qui se sont retrouvés dans ces situations. En plus, eux, ils sont nés en Allemagne, ils sont nés en Autriche, pardon, donc ils sont considérés comme allemands. Donc ils sont à la fois pourchassés, entre guillemets, pour l'instant c'est entre guillemets, parce qu'ils sont juifs, mais aussi par les Belges parce qu'ils sont allemands. C'est pour ça qu'ils quittent le territoire belge pour arriver en France, et là va démarrer un parcours en France entre les camps d'internement. La famille va être séparée, le père sera au camp d'Émile à côté de Marseille, et eux ils seront au camp de Rivesaltes, à côté de Perpignan, et après ils vont se retrouver pour aller au Chambon-sur-Lignon, mais voilà, c'était évidemment une période un exil extrêmement compliqué pour eux. Alors normalement, je veux dire, la destination, une fois qu'on est à Rivesaltes, c'est pas le Chambon-sur-Lignon, c'est Drancy, enfin c'est un camp d'extermination. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'Erich Schwamm justement échappe au destin de la plupart des Juifs d'Europe? Il se passe ce qui s'est un peu passé tout au long de l'itinéraire des Schwamm. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a évidemment le pire de la nature humaine avec les nazis, puis la collaboration. Et il y a aussi le meilleur, parce que tout au long du parcours, ces gens-là, ils sont aidés, ils sont sauvés, que ce soit par des Justes au Chambon-sur-Lignon, ils sont aidés, ils peuvent quitter l'Autriche parce qu'ils ont des faux papiers. On pense qu'ils ont été faits par le consul chinois de l'époque qui a aidé énormément de juifs. Ils sont protégés, ils sont accueillis quand ils arrivent en Belgique également. Alors le consul chinois, c'est important de le préciser, comme vous le montrez dans votre documentaire, c'est qu'en fait ce consul chinois, il contrevient aux ordres de son gouvernement. C'est véritablement à son initiative personnelle, et donc avec les risques afférents. Bien sûr, évidemment, il prend énormément de risques pour lui. Et alors là aussi, on ne sait pas trop sur les chiffres, mais on pense que c'est quelqu'un qui a sauvé énormément de gens. En fait, il fait des faux papiers, consul de Chine, qui sont des visas
pour la Chine, donc qui permettait de quitter l'Autriche, qui était ce qui leur était défendu, interdit à l'époque, et donc c'est grâce à ces papiers qu'ils peuvent quitter Vienne pour la Belgique. Et ensuite, donc tout au long de leur parcours, ça a été ça, et c'est ça qui moi m'a beaucoup touché et qui est quand même extraordinaire, c'est que voilà, il y a le pire de la nature humaine, mais il y a aussi le meilleur, et c'est dans des périodes comme celle-là que les choses se révèlent. Et donc dans le camp de Rieswald, il faut savoir qu'une partie du camp est administrée par une organisation caritative qui s'appelle le Secours Suisse, qui est grosso modo l'équivalent de la Croix-Rouge, qui vient en aide aux réfugiés qui sont là. Il y a pas que des juifs dans ce camp, il y a aussi des réfugiés espagnols. Et à ce moment-là, la mère d'Eric Schwamm se lie d'amitié avec une infirmière du Secours Suisse qui s'appelle Friedel Bonnereiter, qui est une personne qui après est devenue assez célèbre, qui a fait un livre de son histoire, et elle se lie d'amitié, et cette personne est infirmière, Friedel Bonnereiter, elle va travailler à la maternité qui est à côté, et elle se fait aider par la mère d'Eric Schwamm, dans toutes ses tâches au quotidien. Et cette personne, Friedel Bonnereiter, va vouloir quitter le camp à un moment pour aller au Chambon-sur-Lignon elle-même, parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui est au Chambon-sur-Lignon, et c'est comme ça qu'elle va vouloir embarquer la mère d'Eric Schwamm et donc son fils, et un peu plus tard le père, puisqu'à ce moment-là le père est lui au camp des Milles. Ensuite il va les rejoindre à Rieswald, et il y a un moment de vérité, on va dire, où la famille Schwamm est censée partir pour les camps d'extermination. Ils sont sur des listes. Nous sommes en quelle année? On est en 1942. Ils sont sur les listes pour vraisemblablement pour Auschwitz. Et donc Friedel Bonnereiter va faire en sorte qu'ils soient rayés de ces listes. On ne sait pas exactement comment. Ce qu'on présume, c'est que en fait, comme je vous l'ai dit, comme elle est la mère d'Eric Schwamm l'aidait dans son travail, elle a réussi à faire passer ça pour une membre de son organisation, et pour cacher le fait que finalement elle était juive, et que sa destination pour les Allemands devait être les camps d'extermination. Et c'est comme ça, grâce à cette aide-là, qu'elle se retrouve au Chambon-sur-Lignon, puisque elle veut aller au Chambon-sur-Lignon pour rejoindre son amoureux, et donc la famille Schwamm va suivre et arriver au Chambon-sur-Lignon. Alors, ce qui est important au Chambon, enfin important plutôt dans le destin d'Eric Schwamm, c'est que le Chambon lui offre non seulement la sauvegarde de sa vie, mais aussi une éducation à travers l'école publique. Et c'est là que le destin d'Eric Schwamm, du moins dans sa vie adulte, parce qu'il reçoit une éducation en France, et puis il va rester en France, il va faire des études de pharmacie, et ben c'est là que se noue, on va dire, sa fortune. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est important de savoir aussi, donc là, on est en 1943. On a retrouvé dans le documentaire un de ses copains de classe d'Eric Schwamm qui se souvenait parfaitement de lui, qu'il décrit avec, c'est un projet du moment qu'il décrit avec beaucoup de poésie, en disant que c'était quelqu'un qui avait de l'allure, qui était un bel homme, et qui était, on sentait qu'il avait quelque chose de particulier par rapport aux enfants de son époque. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que donc après la guerre, ou de la fin de la guerre, les parents d'Eric Schwamm vont retourner en Autriche. Eric Schwamm, lui, il va rester là. Il passe son bac au Chambon-sur-Lignon. Ensuite, il va aller faire ses études de pharmacie à Lyon. Mais il reste au Chambon-sur-Lignon, et effectivement, c'est là que ensuite va débuter ses études en pharmacie à côté, à Lyon. Et le parcours n'est pas fini. Enfin, le parcours d'obstacles n'est pas fini, puisque en fait, quand il fait ses études de pharmacie, quand il a son diplôme de pharmacie, il peut pas avoir officiellement le titre, parce qu'il n'a pas la nationalité française. Et donc, il écrit une lettre à l'époque. Ce que vous montrez très bien dans vos documentaires. Il écrit une lettre en disant, grosso modo, il n'y a pas plus français que moi. Je vulgarise un petit peu, évidemment, mais voilà. Et il va mettre du temps à avoir cette nationalité française. J'ai ici une lettre qu'il a écrite au ministre de la Santé pour pouvoir obtenir la nationalité française. C'est assez émouvant. Il explique, ayant fait mes études en France, je peux affirmer que je ne connais pas d'autre culture
que celle qui m'a été enseignée dans les établissements français. Et la langue française est, en réalité, ma langue maternelle. Monsieur le ministre, je ne désire plus retourner en Autriche, d'où j'ai été chassé en 1939 pour des raisons raciales, et où actuellement, plus que jamais, fleurit un nazisme qui n'est pas officiel et qui est, du moins, aussi répandu qu'en 1938. La nationalité est, pour moi, une affaire d'existence pour la vie. On ne lui a pas donné comme ça la nationalité française, alors qu'il était depuis 12 ans en France. Et donc, en fait, pour résumer, en fait, là, Erich Schwab va retourner en Autriche, il va travailler dans un laboratoire pharmaceutique là-bas, et donc sa fortune vient de là parce qu'il a participé à l'élaboration d'un médicament qui est devenu, entre guillemets, un best-seller mondial. Oui, absolument. Alors, en partie de là, on pense que c'est un peu de ça, et comme je le soulignais tout à l'heure, aussi l'immobilier de sa famille. Mais oui, c'est quelqu'un qui va gagner sa vie assez correctement, mais qui va continuer à vivre de façon assez modeste. C'est marquant, la maison dans laquelle il a terminé sa vie avec sa femme, c'est un pavillon de la banlieue lyonnaise, dans une banlieue plutôt chic, mais bon, c'est pas le luxe, c'est pas Neuilly, comme dit une intervenante, l'ancienne maire du Chambon-sur-Lignon, Eliane Vauquier, dans le documentaire. Et donc, ça correspondait aussi à son esprit, et ça correspond aussi, je pense, à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui avait vécu une adolescence, une enfance absolument anormale, évidemment, avec un destin incroyable, et qui a tout fait ensuite pour avoir une vie normale, discrète, et simple et heureuse. Et c'est ça aussi qui est intéressant à comprendre dans le destin de ce monsieur. Alors là, une question se pose maintenant, c'est que va faire le Chambon de cette somme-là? Comment vont-ils l'investir? Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été fait avec l'argent du legs. Il est sur les comptes de la commune. Ils l'ont utilisé un petit peu pour rénover des écoles parce qu'il faut savoir, pardon, c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné, que dans le testament d'Eric Schwab, il précise que l'argent du legs doit aller à l'éducation. Et donc, celle qu'il a reçue. Exactement. Et c'est pour remercier le Chambon de lui avoir donné cette éducation et de lui avoir permis de vivre, non pas seulement de survivre, mais de vivre, qu'il a effectué ce legs. Jérôme Lévy, merci beaucoup. Donc, je Merci rappelle à vous. que votre documentaire sera diffusé le 23 mai sur France 3. Merci beaucoup. Mon fils était sur la table, j'avais la salle de séjour. Il ouvre le journal, il dit il y a un réfugié juif qui vient de mourir à Lyon et qui donne toute sa fortune au Chambon. Alors j'ai dit comment il s'appelle, parce que j'en connaissais pas mal. Erich Schwab. J'ai dit mais c'était mon copain. C'était un garçon qui était calme, qui était posé, qui était gentil. Et je le revois arriver dans la cour de l'école tous les jours, calmement, paisiblement. Il était habillé simplement, avec une certaine élégance. D'ailleurs, il avait une élégance naturelle. Hein. Vous savez, il y a une de mes anciennes camarades d'école avec laquelle on s'est trouvé cet été, qui l'a connu. Et elle disait, mais il était beau garçon. Au Chambon, il a trouvé la quiétude, la paix. Après ces tribulations à travers la France, dans plusieurs camps, je pense qu'il avait trouvé la paix au Chambon et la sécurité.